Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons l'actualité de la semaine avec les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul, Damien Gouy-Perret, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, Alexandra Caracezeli, et le politologue lyonnais Romain Blachier. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Au sommaire aujourd'hui, Nathalie Perrin-Gilbert évidemment et la flamme olympique. Sans surprise, nous allons évoquer la première grosse crise politique de la majorité de Grégory Doucet avec la destitution de Nathalie Perrin-Gilbert qui ne sera plus son adjointe à la culture. Si vous nous lisez quotidiennement, vous savez pourquoi NPG a allumé des mèches en faisant le forcing sur des dossiers comme le musée Guimet, mais aussi en tentant d'imposer ses choix au Conservatoire de Lyon. Alors, je ne suis pas sûr qu'une seule personne autour de la table soit surprise qu'on en arrive là. Peut-être que certains s'imaginaient que ça puisse arriver avant. Ma question, c'est est-ce que Grégory Doucet vient de créer sa plus féroce opposante avec cette décision? Raphaël, pour commencer. Alors, c'est elle qui va répondre, et a priori, elle va répondre non à cette question. Qu'elle a décidé de rester dans la majorité. En tout cas, Lyon en commun reste dans la majorité. Les deux autres adjoints de Lyon en commun conservent leur mandat jusqu'à la fin des mandats. C'est des discussions que j'ai pu avoir avec l'un d'eux hier. On va voir si tout ça se confirme. Mais si c'est le cas, formellement, elle restera dans la majorité. Je pense que pour elle, c'est un peu tôt pour partir. Ce qu'elle a pu constater... je pense que c'est bien pour ça d'ailleurs que Grégory Doucet fait ce choix maintenant, c'est que pour trouver des alliés à convaincre de partir dans une opposition à gauche des écologistes à 2 ans des élections, elle se serait retrouvée un peu isolée. Donc elle préfère rester, même désavouée, dans la majorité. Alexandra ? Ce qui est un peu étonnant quand on se place côté grand public, en fait, les gens qui ne sont pas dans le décryptage politique, c'est un peu la violence finalement de la décision. C'est-à-dire qu'en fait, on lui reproche quoi? On lui reproche de défendre ses dossiers et ses prises de décision qui sont peut-être parfois dissonantes avec celles du maire de Lyon, mais c'est quand même assez symptomatique. Cette violence, elle est assez surprenante. Finalement, quand j'entends, d'ailleurs, vous l'aviez reçu, un des adjoints, M. Chapuis, ce qu'il lui a reproché, c'est son individualité. C'est un argument pour le moins étonnant. En fait, on lui reproche quoi? D'avoir du tempérament. Et finalement, alors du coup, une femme, quand elle a du tempérament politique, c'est peut-être pas bien. Et donc, finalement, il ne faut pas avoir de personnalité dans cet exécutif. C'est ça, moi, que je retiens. Donc, après, elle a un agenda, évidemment. Elle ne serait pas illégitime à en avoir un. Voilà. On lui prête des intentions, on lui prête de l'ambition. Et pourquoi pas, après tout, elle a bien raison. Je crois comprendre qu'elle se rapproche peut-être de David Kimmelfeld, de l'ancien président de la métropole. Enfin, évidemment, après, est-ce que tout ça, c'est à nouveau du théâtre politique et des grosses ficelles? Ou est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt pour la ville de Lyon et les Lyonnais? La suite nous le dira. Romain ? Gauthier Chapuis, c'est vrai qu'hier, j'ai trouvé en interview qu'il était beaucoup plus courageux derrière un écran que dans la vraie vie, où c'est quelqu'un d'un peu fuyant, y compris vis-à-vis des habitants du 9e arrondissement. Quand on est élu, il faut avoir une certaine dignité. Je l'ai trouvé absolument atroce hier. Sinon, sur l'autre sujet, Nathalie Perrin-Gilbert, effectivement, et les Verts, il y a une espèce de dialectique. C'est-à-dire que ça fait un certain temps que les uns et les autres veulent se séparer. Peut-être plus même Nathalie que les autres, parce que depuis le début du mandat, Nathalie dit qu'elle veut se présenter aux élections municipales de 2026 sur sa propre liste. Et il y avait déjà effectivement cette volonté-là de le faire. Il y avait eu des accrochages, après des accrochages qui parfois avaient été aggravés par les Verts. Le musée Guimet, franchement, pour le coup, il n'y avait pas du tout de quoi lui tomber dessus. Elle n'avait rien dit de mal. Il s'était rien passé là-dessus. Mais je suis complètement d'accord avec l'analyse de Raphaël également sur le fait que c'est un peu tôt. Je pense qu'elle voulait sortir beaucoup plus tard et qu'elle a été contrainte avec les affaires du conservatoire où effectivement les syndicats font remonter un certain nombre de problèmes de gouvernance, mais aussi il y a du sel qui est mis sur les plaies par les Verts. Je pense qu'elle voulait sortir un peu plus tôt et effectivement les choses se sont accélérées plus tard, merci. Les choses se sont accélérées et qu'effectivement, elle est dans une situation qui est faible. Il y a 1 an et demi, moi, j'écrivais un édito dans Lyon Mag en disant, voilà, elle est en train de parler de partir. Quand est-ce que ça se fait? 1 an et demi, ça se fait. Et moi, j'étais à peu près sûr qu'elle n'allait pas sortir avec l'ensemble de ses troupes. D'ailleurs, elle sort avec relativement peu de monde. Elle sort avec 2-3 élus.
Tous les autres de Lyon en commun, que ce soit Bosetti, Florestan-Groult, ils disent non, nous on reste fidèles à la majorité, on n'est pas d'accord avec NPG, et NPG elle est un peu esselée. Si vous voulez d'ailleurs, effectivement, ce rapprochement avec David Kimmelfeld c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais il est extrêmement esselé. C'est tout. Quoi ? Ils sont allés au même meeting pour l'instant. Non, mais il n'y a pas que ça. Ils ne sont pas allés au même meeting. Il y a eu des discussions, il y a eu aussi également des travaux qui ont été lancés avec Sandrine Runel, la chef du groupe socialiste, qui, elle, pour le coup, a un certain nombre d'élus et un certain poids et un certain nombre de choses. Mais David et NPG, ils se sont vus plusieurs fois avant ce meeting. Damien ? Je crois que déjà que c'est une surprise pour personne, comme vous l'avez dit. Je pense que le jour où elle a été nommée adjointe à la culture, on savait que ça allait exploser en vol à un moment ou à un autre. Donc Grégory Doucet, il a joué avec le feu volontairement. À l'époque, la situation l'arrangeait. Nathalie Perrin-Gilbert, elle est élue depuis 25 ans. C'est sans doute la personne qui a le plus de notoriété. C'est la plus ancienne du conseil municipal de Lyon. Depuis que Gérard Collomb est mort, c'est la plus ancienne du conseil municipal de Lyon. C'est elle qui a le plus de notoriété aussi. Alors, on peut être en désaccord politique avec elle, mais c'est une grande gueule. Donc, on savait dès le début que ça allait exploser en vol. Sur le timing, je ne suis pas tout à fait d'accord. On dit aujourd'hui que le timing n'est pas bon parce que les gens ne l'ont pas suivi. Si les gens l'avaient suivi, ça aurait été un excellent timing. Une élection municipale, ça se prépare 2 ans avant. Et donc, pour elle, dans son esprit, certainement le timing a été déclenché par elle-même. D'ailleurs, je fais un petit parallèle avec ce qui s'est passé chez LR avec le maire de Rieux, l'ancien maire de Rieux, le député, qui, à force de donner des coups, s'est dit on va me foutre à la porte et c'est moi qui vais garder mon rôle. Nathalie Perrin-Gilbert, c'est ce qu'elle a voulu faire. Le raté, c'est que personne ne l'a suivi. Alors qu'en réalité, si les gens l'avaient suivi, on dirait tous aujourd'hui quel coup de maître. Elle a réussi son coup. Donc, en fait, c'est une surprise pour personne. En revanche, quand on prend Nathalie Perrin-Gilbert dans son équipe, on sait qu'à un moment ou un autre, ça va exploser en vol, parce que c'est une grande gueule, parce qu'elle est comme ça, elle a des choses à dire et elle les assume toujours, et c'est plutôt admirable qu'elle ait cette liberté. Et j'ai écouté aussi l'émission, l'interview de Gauthier Chapuis hier, et moi, je suis assez outré, finalement, que dans une équipe, les gens ne puissent pas prendre la parole et ne puissent pas dire ce qu'ils ont à dire. Pour moi, c'est un déni de démocratie. Quand on fait une équipe, on sait très bien qu'on n'est pas chez les bisounours, que tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Nathalie Perrin-Gilbert, elle s'empare d'un sujet qui est un sujet qu'elle maîtrise, qu'elle connaît. Je ne suis pas d'accord avec toutes ses propositions. En revanche, Grégory Doucet savait pertinemment ce qu'elle voulait faire, où elle allait. J'entendais Gauthier Chapuis hier qui disait « On a été élus sur un programme culturel. Je serais curieux de savoir où est leur programme culturel et ce qui est en adéquation avec ce qu'ils avaient annoncé. J'en vois pas la couleur. » Donc là, il y a un peu de mauvaise foi de la part des équipes en place et un déni de Je lui ai posé la question, il s'est barré. C'est quoi ton programme culturel? Il s'est barré. Et puis aujourd'hui, venir dire... Le champion de course de Lyon, c'est le Gauthier Chapuis. Dire aujourd'hui, elle sort de l'équipe, machin, je suis désolé. En l'apprenant, ils savaient que ça partirait en vrille comme ça. En fait, en l'apprenant, ils se sont dit, c'est une autre... Pour le coup d'après, c'est peut-être une autre porte d'entrée. Si nous, les Verts purs et durs, on se plante, on pourra peut-être passer justement en rentrant par la gauche et nous se coller à eux. C'était un genre d'équilibre qu'ils ont pu chercher. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça leur pète un peu à la gueule. Je serais quand même curieux de savoir qui va prendre la suite et pour faire quoi. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Alors, on sait que ce sera une femme pour une problématique de parité. Là, je suis désolé, ça fait partie des quotas, ces fameuses choses qu'on évoque en antenne régulièrement. La parité en nombre d'adjoints, pas forcément sur la délégation, elle peut changer. Mais d'ailleurs, tu as lu l'excellent article de Lyon Mag rédigé par notre ami sur ce sujet, avec différentes hypothèses. Oui, tout à fait. Mais donc, on verra qui va arriver derrière et pour faire quoi. Mais donc voilà, pour moi, il n'y a aucune surprise. Parce qu'il y a clairement donc 2 sujets, effectivement, qui va remplacer Nathalie Perrin-Gilbert à la culture? Est-ce que ça sera une écologiste? Est-ce que ça sera une alliée des Verts? Et la seconde question, c'est qu'est-ce que ça dit pour 2026, pour la préparation de 2026? Est-ce que la gauche s'est renforcée? Est-ce qu'elle s'est divisée sur ce sujet? Et pour la droite, là encore, est-ce que ça facilite le travail de Pierre Oliver? Ou au contraire, si la gauche s'est renforcée autour de cette question, ça peut lui savonner la planche, Alexandra? Alors, moi, je ne vois pas les choses comme ça. J'ai l'impression que, est-ce que la vraie question, c'est de savoir qui à gauche ou à droite, ou la vraie question, c'est celle du projet? On en revient toujours à la même chose. Bientôt, à ce rythme-là, on va avoir plus de candidats par famille politique qu'il y a d'arrondissements à Lyon. Donc, c'est très bien qu'il y ait de l'émulation, mais à un moment donné, il va falloir que tout le monde se mette d'accord. Donc, à droite comme à gauche, comme au milieu. Donc, voilà, il faudrait quand même qu'on arrive à avancer sur ces choses-là. Encore une fois, si je reprends un peu de champ, on peut reprocher beaucoup de choses à Gérard Collomb, on peut reprocher beaucoup de choses à Michel Noir, mais au moins, c'était des gens qui avaient une vision pour leur ville, qui avaient des projets, qui ont avancé, qui ont proposé des choses.
Là, on est quand même force de constater qu'on court un peu après les idées du projet. Et chez les Verts, on nous a tellement seriné avec le dernier mandat pour le climat, je me demande bien, du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il reste 2 ans, le dernier mandat pour le climat. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? À part les pistes cyclables, concrètement, voilà, comment on va se projeter? Ils ont relancé la musique en disant que NPG, du coup, était un caillou dans la chaussure qui les empêchait d'avancer et qu'il fallait aller vite et continuer à faire des actions. D'avancer sur quoi? Sur la culture? La culture empêche l'écologie d'avancer à Lyon? Franchement, il faut être sérieux. D'autant qu'on sait que tout ça est un grand théâtre, puisque de toute façon, ils étaient déjà 2 listes au premier tour en 2020. 3, et ils seront à nouveau sans doute 2 listes en 2026, et ils se retrouveront pour le deuxième tour. Donc encore une fois, c'est malheureusement du théâtre, et je trouve que c'est malheureux parce que c'est encore ajouté à cette espèce de distorsion du lien entre les citoyens et les hommes politiques. Et encore une fois, on va dire que c'est du jeu, et il n'y a pas de projet pour Lyon, et c'est ça que les gens attendent. Voilà. Donc moi, je ne suis pas tellement sur la lecture gauche-droite. C'est un statu quo au final? Non, parce que la vraie leçon, c'est que globalement, le PS n'est pas prêt à partir en indépendance au premier tour. Moi, je serais à la place de Romain Blachier, qui est déjà en campagne, on l'a entendu depuis tout à l'heure. Moi, je ne suis pas déjà en campagne. Qui est très clairement en campagne dans le 9e arrondissement, en particulier sur Gauthier Chaput. On a entendu quand même 3-4 interventions depuis le début de l'émission. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'intervention d'hier qui m'a choqué. Mais je pense que le PS est particulièrement avec ses alliés en capacité de présenter. On voit beaucoup dans le 9e arrondissement et beaucoup de choses à dire sur Gauthier Chaput. Si vous voulez qu'on parle du 9e arrondissement, on peut boire des cafés dans cet excellent arrondissement. Mais le Parti socialiste et ses alliés, ils sont tout à fait en capacité de présenter une liste au premier tour, il n'y a pas de sujet là-dessus. En capacité peut-être, mais s'ils voulaient vraiment aller faire une liste au premier tour, c'était effectivement le très bon timing. C'est le cas. Laisser partir Nathalie Perrin-Gilbert seule, pas être solidaire à ce moment-là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé quand même dans l'histoire ce qu'on a vu, c'est que Cédric Van Stevendel fait partie des gens qui ont demandé la mise en retrait de Nathalie Perrin-Gilbert. Qu'est-ce qu'on a vu, c'est que Sandrine Runel, qui, on disait qu'elle se rapprochait de Nathalie Perrin-Gilbert, qu'elle discutait pour aller ensemble aux prochaines municipales. Là, pour l'instant, elle reste très clairement dans la majorité. Alors, je ne pense pas qu'elle... on parlait de qui va remplacer Nathalie Perrin-Gilbert. Je ne pense pas que Sandrine Runel fera l'erreur d'aller à la culture, parce que là, c'est d'une part se fâcher avec Nathalie Perrin-Gilbert, ce qui est mauvais pour l'hypothèse d'une alliance. Sauf si Nathalie Perrin-Gilbert ne pèse plus rien politiquement et qu'elle est complètement isolée. On peut bien se fâcher avec elle. Là, vous êtes en train de dire tout et son contraire. Quelle que soit la situation, Nathalie Perrin-Gilbert ne pèsera jamais rien politiquement, parce qu'effectivement, elle a de l'expérience, elle a du talent, elle a une prise de parole. Ouais. Elle est Jean-Pierre Chevènement aussi. Et en plus, elle a une détermination. Il est même décédé. Oui, mais honnêtement, quand on regarde la situation politique à Lyon, elle est même la principale menace pour Grégory Doucet. C'est sans doute celle dont on est sûr depuis le départ qu'elle sera candidate au municipal au premier tour, et donc celle qui peut empêcher les écologistes d'être dans une situation vraiment écrasante, parce que pour l'instant on ne voit pas trop la droite se construire. Donc Nathalie Perrin-Gilbert, elle comptera quoi qu'il arrive, mais ce qu'on voit, c'est que les socialistes, pour l'instant, ils ont plutôt envie de négocier le soutien des écologistes à Villeurbanne, leur maintien dans la majorité, plutôt qu'une aventure personnelle. Tant pis pour ceux qu'on a vus dans le 9e. Moi, je pense qu'il y a une capacité des socialistes, quel que soit l'arrondissement, quelle que soit la ville, de pouvoir présenter une liste au premier tour. Est-ce qu'il y a une volonté des socialistes de présenter une liste au premier tour? Ça, c'est autre chose. C'est pas sûr. Effectivement, Van Stevendel, lui, il est partisan d'une liste de premier tour. D'union du premier tour. D'autres sont partisans de 2 listes, 3 listes au premier tour. C'est pas une question qui est tranchée. Si ça se trouve, à Lyon, et les adhérents du Parti socialiste, ils choisiront de s'unir dès le premier tour. Et voilà, simplement, quand vous connaissez un peu le fonctionnement de la politique, c'est-à-dire notamment, par exemple, le fonctionnement de Bruno Bernard, qui est quelqu'un qui est adorable, mais qui fonctionne au rapport de force, se mettre en position de faire une liste de premier tour autonome, par exemple avec NPG, peut-être, par exemple avec d'autres, peut-être, c'est une situation qui paraît cohérente. Quant aux discussions qu'on peut avoir sur le comportement de tel ou tel élu vert, c'est pas motivé par des questions municipales, c'est motivé par des questions humaines. Quand vous voyez que NPG, qui a le caractère qu'elle a, qui a effectivement les difficultés de management qu'elle a, hier, l'interview de Gauthier Chaput, qui est d'une violence qui est forte, puisse me choquer, ça n'a rien à voir avec une quelconque élection.
Simplement, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va faire en sorte, c'est un jeu de dupes. À chaque fois, les élections municipales, je l'apprendrai à personne ici. Tout le monde, que ce soit à droite ou à gauche, dit « je vais monter ma liste », quitte après à négocier un ralliement dès le premier tour. Et c'est ça qui se passe. C'était comme dans les années 90, vous aviez une liste RPR, une liste UDF qui partaient séparées. Mais des fois, auparavant, en fait, on faisait semblant de faire une liste RPR. Finalement, elle fusionnait avec la liste UDF. On avait une liste de droite au premier tour. Et voilà, rien n'est écrit. Si ça se trouve, et moi, j'y suis pas forcément opposé, contrairement à ce que vous essayez de me faire dire, il y aura peut-être une liste unique de la gauche au premier tour aux élections municipales et ce sera très bien. Mais généralement, il y a des tentatives de positionnement des uns et des autres. De faire ça, NPG, son positionnement, il est clair, il en faut deux. Pour d'autres, c'est d'autres discussions. Moi, personnellement, je n'ai pas tranché s'il faut une liste ou deux listes de la gauche au premier tour. Allez, Damien, pour conclure sur le sujet. Alors, déjà, je pense que Nathalie Perrin-Gilbert, pour l'instant, on n'entend pas beaucoup, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Donc, elle peut devenir une opposante très virulente et finalement attirer du monde derrière elle, première chose. Deuxième chose, il faut tenir quand même compte du contexte national. La social-démocratie, elle n'est pas morte. Preuve en est, aujourd'hui, pour les élections européennes, on a des projections à 14%, on est parti à 6%. Je pense que ça peut remonter le moral des sociaux-démocrates qui, aujourd'hui, se disaient c'est foutu, quoi. Et donc, les élections européennes, étonnamment, peuvent jouer sur les velléités aux élections municipales parce que ça va peut-être remonter le moral des troupes et qui vont se dire on va tenter notre chance. D'autant plus qu'en face, on aura un bilan des Verts qui, pour l'instant, n'est pas un bon bilan, qui sera peut-être un bon bilan dans 2 ans, mais je serais étonné, effectivement, qu'ils aient abouti à toutes leurs propositions, à toutes leurs voies lyonnaises, etc. Et pour l'instant, moi, j'ai le sentiment que les Lyonnais sont un peu furax de ce qui se passe parce qu'on a des bouchons, parce qu'il y a des choses qui n'aboutissent pas, parce qu'on passe en force, etc. Et peut-être que la social-démocratie, c'est large, hein, la social-démocratie, ce ne sont pas le Parti socialiste, peut-être que la social-démocratie, à un moment, va se dire on part sans eux, effectivement, pas uniquement pour une histoire de jeu de dupes, mais en pensant que peut-être ils pourront finir devant les écologistes qui, aujourd'hui, pour les élections européennes, sont donnés... Mais en plus, dans plein d'endroits, c'est même évident que la social-démocratie, dans le sens large, elle est devant les Verts là-dessus. Et puis aussi sur la question de la lyonnitude, qui va être quelque chose, je crois, qui va occuper un dossier de prochain numéro de Lyon Mag. Vous couperez si j'ai sorti quelque chose là-dessus. Effectivement, il y a la place pour une gauche de la lyonnitude. Est-ce que cette gauche de la lyonnitude, elle doit partir dès le premier tour avec les Verts ou est-ce qu'elle doit partir de manière séparée? Ça, on le verra dans les mois qui viennent. Mais effectivement, il y a la social-démocratie qui, probablement dans certains arrondissements, est devant les Verts au niveau de l'électorat. Et il y a aussi cette question de lyonnitude qui est peut-être pas assez incarnée par la majorité actuelle. Et par contre, un point commun qu'on peut avoir, par exemple, entre NPG et David Kimmelfeld, c'est qu'il incarne cette lyonnitude. Alors, il y avait le sujet, il y avait quand même le sujet de la droite lyonnaise. Est-ce qu'elle va en bénéficier ou pas? Rapidement. À partir du moment où il y a une division sur la partie gauche, forcément, il y a un bénéfice. Oui, mais là, quelle division au final? Parce que vous avez juste retiré une personne de 70 personnes. Elle risque d'arriver, parce que Nathalie Perrin-Gilbert n'a pas dit son dernier mot. C'est pas le genre de femme à s'éteindre du jour au lendemain. Elle va revenir en force. Et même si elle est seule, on l'a vu face à Gérard Collomb, pardon d'être grossier, elle va ouvrir sa gueule. Elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Et il y a un moment ou un autre, elle va se mettre en opposition. Elle veut être candidate. Ce qu'elle faisait déjà, notamment la métropole. Elle ne se laissait pas faire. Ce qui était moins audible qu'à l'époque de Gérard Collomb, où on ne parlait que de ça. Donc moi, je pense que maintenant, elle peut revenir en force. Alors, avec peut-être une chance pour la droite de se dire, chouette, un front supplémentaire. Mais à l'inverse, peut-être que ça va effacer l'opposition de droite, parce qu'on ne sera plus que dans ce combat-là, et on ne parlera peut-être plus de Pierre Oliver et consorts, parce qu'effectivement, aussi Pierre Oliver, mais à droite, il y a quand même beaucoup de monde pour l'instant, et effectivement, pas de projet. Alexandra et Raphaël, mais rapidement, s'il vous plaît, et après on passe au dernier sujet. Est-ce que la classe politique va entendre que les temps ont changé, et donc on peut peut-être penser et aborder les choses différemment, avoir des projets avant de savoir qui va les porter, et travailler un peu à l'unité, fédérer, plutôt que de dire « moi je » partout, ce serait peut-être bien. Oui, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'opposition de droite, parce que Perrin-Gilbert peut être une redoutable opposante, et puis elle connaît ses dossiers depuis très longtemps. Donc quand elle va prendre la parole de manière critique, elle risque effectivement d'attirer la lumière. Et à droite, ils ont intérêt à sortir des oppositions caricaturales et faciles qui font parler d'eux en ce moment, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais quand ça va être Nathalie Perrin-Gilbert qui va porter le fer, ils seront moins audibles.
Tout à fait. Allez, terminons avec le passage de la flamme olympique. Rappelez-vous, depuis 2 ans, on sait déjà que ni la métropole de Lyon, ni le département du Rhône n'a accepté de payer 180 000 € pour participer à l'événement. Jusqu'à présent, tout le monde était à peu près d'accord avec cette décision, mais depuis que la flamme est arrivée à Marseille, l'opposition tire à boulet rouge sur Bruno Bernard. Alors, est-ce qu'on passe vraiment à côté de l'histoire avec un grand H, ou bien est-ce que ce sont 180 000 € d'économisés qui serviront à autre chose? Damien? Eh bien, moi, je vais aller à l'encontre des partis politiques avec lesquels je travaille. Je trouve qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat. J'ai regretté la décision à l'époque. Effectivement, c'est un choix d'économie. En fait, la réaction, elle est liée à ce qui s'est passé à Marseille. Marseille est une belle fête, c'était magnifique. Toutes les chaînes du monde ont regardé ça. La flamme olympique qui traverse Lyon, ça ne va pas attirer de la lumière partout, d'autant plus que la flamme olympique, elle se balade pendant 2 mois. Donc je pense que c'est une décision qui est respectable, même si effectivement on a pu la regretter à ce moment-là. Honnêtement, il n'y a pas de quoi en faire un pas. C'est juste que l'opposition se saisit de cette opportunité pour monter au créneau. Et c'est fait, c'est fait. Et en plus, l'opposition, elle est un petit peu le cul entre 2 chaises. Je veux juste rappeler que M. Guillotot, président du Conseil général, fait partie de cette opposition à la ville de Lyon. Donc il y a une contradiction. Le département du Rhône a dit on n'a plus un rond sur la table, on ne va pas dépenser 180 000 € là-dedans. La ville de Lyon a dit la même chose. Pourquoi on irait reprocher à la ville de Lyon, à la métropole, une décision qui a été prise de l'autre côté? Donc pour moi, fin du banc. Romain? Alors, pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire mon collègue, si ce n'est que, en fait, sur un plan technique, la flamme olympique, elle passe par la métropole de Lyon, vu qu'elle passe à Neuville, grâce à un mécène privé, d'ailleurs. Sanofi. Sanofi, qui permet à ce qu'elle passe par la métropole de Lyon. On a vu effectivement tous les yeux braqués sur Marseille, mais parce que c'est le début, on regarde le début beaucoup plus que le passage de la flamme olympique. On regarde le début parce que c'est cet événement-là. On en aurait probablement beaucoup moins bénéficié d'un passage que d'un début de flamme olympique. Il faut se poser aussi la question, d'ailleurs, aussi au niveau culturel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un chanteur aussi populaire, sur un plan populaire du terme, que Jul à Lyon? On n'a pas de Jul lyonnais. Ça, c'est une vraie question. Il habite plus à Lyon, c'est quelque chose qu'il revendique pas et il a pas autant d'écoute que Jul là-dessus. Ouais. On n'a pas ça, que ce soit l'Allemand, qui est un des plus grands rappeurs de Vaux-en-Velin, ou que ce soit, je ne vais pas vous citer tous les rappeurs lyonnais que je connais sur le plateau, c'est pas le sujet, on n'a pas quelque chose de cet impact. Effectivement, il n'y a pas aussi de passage de la flamme olympique à Lyon-Centre, il y en a à Neuville, mais par contre, on a le passage de la flamme paralympique, et en tant que personne handicapée, je m'en félicite, justement, du fait qu'il y ait eu par contre une attention particulière de la ville de Lyon sur la flamme paralympique, qui va passer par la ville de Lyon, et qui va être portée d'ailleurs par une joueuse du club de foot de Lyon, la Duchère, pour lequel j'ai, vous le savez, quelque affection. Non, je suis adhérent de ce club depuis des années et je suis très fier qu'il y ait du foot populaire à Lyon. C'est tout. Allez, je donne les informations pratiques par rapport aux annonces qui ont été faites par Romain. Flamme paralympique, ce sera le 26 août, portée donc par Inès Damani et par Michel Sorine. Voilà. Et la flamme olympique à Neuville-sur-Saône, portée par des salariés de Sanofi, ce sera le 21 juin entre 13h et 14h. Alexandra. Alors on peut se poser la question sur l'opportunité d'accueillir la flamme ou pas. Moi, ce qui m'amuse un petit peu, c'est les arguments qui ont été avancés par le président de la métropole, c'est-à-dire nous expliquer que ça coûte terriblement cher, et surtout l'argument de l'équité et de la solidarité territoriale. Alors, soi-disant parce que certains départements n'auraient pas les moyens de l'accueillir, du coup, par solidarité, nous ne l'accueillons pas. Très honnêtement, ça donne une image pitoyable, encore une fois, de l'attractivité de Lyon. On a dit non au passage de la patrouille de France, on a dit que le Tour de France était machiste et polluant. Franchement, ça ne donne pas une bonne image. Mais après, moi, j'ai une suggestion à faire à nos élus, au président de la métropole et au maire de Lyon. La page Facebook de la ville de Lyon compte 344 000 followers. Pourquoi on ne pose pas la question aux Lyonnais? On peut leur demander peut-être leur avis sur des choses comme ça un petit peu symboliques, un petit peu fédératrices. Est-ce qu'ils seraient d'accord pour accueillir la flamme olympique, sachant que ça coûte 180 000 €? Et puis voilà, on les consulte. On a un exécutif qui passe son temps à nous faire des concertations pour à peu près tout et n'importe quoi sans qu'on ait les informations. Mais par contre, utiliser les moyens aujourd'hui de communication qui ne coûtent pas 1 centime aux contribuables, c'est dommage de s'en priver. C'est une simple suggestion. Voilà. Raphaël? Il y a des arguments pour ne pas le faire. Et effectivement, quand on regarde la carte du passage de la flamme olympique, il y a un grand noir au milieu. Là, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, où elle passe très accessoirement. Enfin, elle est à Saint-Étienne, à Vichy, parce que Vichy a décidé de payer. Mais la plupart des départements qui sont de droite ici ont refusé de payer. Donc il y a des arguments économiques, on peut les entendre.
Je trouve quand même que c'est dommage. C'est vraiment dommage, et d'autant plus de la part des écologistes qui sont porteurs sur le sport d'une différence politique. Et ben, cette différence politique, il faut aussi saisir les occasions Mais c'est ce de qu'ils la ont montrer. fait. Ils font passer la flamme paralympique plutôt que la flamme olympique. C'était un marqueur de différence. Oui, j'imagine qu'on peut quand même faire les deux. Oui. Et heureusement que la flamme paralympique passe, parce que ça aurait été pour le coup une honte qu'ils ne la fassent pas passer. Donc il y aura une journée dédiée à la flamme paralympique. Mais la flamme olympique, ça peut être aussi l'occasion de faire une véritable fête du sport. Oui. Donc si on dit 104... En fait, ce qui s'est passé, c'est que les écologistes, ils trouvaient ça cher pour quelque chose dont ils ne savaient pas quoi faire. Payer 180 000 euros plus la sécurité, c'est sûr. C'est sûr. C'est beaucoup d'emmerdes, c'est beaucoup d'argent investi pour quelque chose. Avec la sécurité, c'est 350 000. Hein. Quelque part, ils n'en avaient pas envie. Oui, mais après, quand vous faites le Festival de l'eau, quand vous faites la Fête des Lumières, c'est vite 1 million d'euros. Enfin, la Fête des Lumières, on va peut-être pas comparer ça. Quand vous faites un grand événement, notre identité, au passage de la flamme, une fois tous les 100 ans, c'est pas non plus. Si vous faites une vraie belle fête du sport. Non, tu peux pas comparer la Fête des Lumières à ça. Si vous faites une vraie belle fête du sport à Lyon, vous pouvez avoir facilement 50 000, 100 000 personnes qui participent à une fête autour du sport et autour des écologistes auraient pu défendre des valeurs un peu différentes autour du sport. Un bel événement populaire. Dans ce cas-là, on ne se pose plus la question de ce prix-là. Le prix, c'est sûr que c'est très cher si on ne sait pas quoi en faire. Et si on ne sait pas quoi en faire, d'ailleurs, ce ne sera absolument pas visible. Par contre, si on s'en saisit pour raconter quelque chose, eh ben, ça peut être un événement visible. Et ça peut tu vas avoir envie d'habiter beaucoup plus cher. Donc on note que tu vas vouloir habiter à Saint-Étienne parce que tu auras vu passer une flamme olympique dedans. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah c'est pas simplement le passage de la flamme olympique. J'ai dit qu'on pouvait en faire quelque chose. Et qu'eux, ils se sont dit qu'ils ne voyaient pas du tout ce qu'ils pouvaient en faire. C'est dommage. Mais c'est la même réflexion que par rapport au Tour de France. Ils ont beaucoup de raisons de dire que effectivement, c'est trop cher, c'est matisse. Il y a beaucoup de problématiques autour du passage du Tour de France. Mais ça reste une fête extrêmement populaire. Et il faut se saisir des occasions de fêtes populaires pour raconter quelque chose. Et donc je trouve dommage que ce soit sur la flamme olympique ou que ce soit sur le Tour de France, les écologistes ne soient pas porteurs d'un projet. Dire, nous, on a envie de l'accueillir, on a envie d'être capable d'accueillir les grandes fêtes du sport et on le fait à notre manière. Il y aura une autre occasion de le poser avec les Jeux Olympiques en 2030, les Jeux Olympiques d'hiver, qui sont des Jeux Olympiques qui vont dans le sens qui était prôné par les écologistes depuis longtemps. D'ailleurs, le maire de Grenoble était un peu ambivalent au départ, à dire oui, nous on veut des Jeux Olympiques qui soient durables, toujours au même endroit, c'est la logique. Inclusif, mais on va d'où la flamme paralympique. Donc, mais on va pas le soutenir complètement parce qu'il manque une patinoire. Oui, puis on ne va pas opposer les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, ça n'a pas de sens, on pouvait accueillir les deux. À un moment donné, il faut quand même saisir les occasions. Bien sûr. Laquelle auront-ils saisi en matière sportive pour avoir quelque chose de vraiment très visible? Mais c'est intéressant que du coup vous souligniez que effectivement cet exécutif est en manque d'idées pour la ville de Lyon. Non, ils ont des projets, ils ont un discours, ils ont une politique qui est effectivement plus tournée vers la pratique sportive, vers les féminines, vers le handicap. Tout ça, c'est très bien. Et quel est le grand événement politique de communication et qui rassemble du monde qui nous le raconte? Ça, pour le coup, effectivement, que ça manque de fêtes populaires sportives au niveau de cette ville, c'est une réalité. En preuve, les questions, lorsqu'il y a des projections de football, le manque d'écran à Place Bellecour, un certain nombre de choses. Bon, visiblement, tout ça a été dealé avec l'OL, donc à la limite, on me dit que tout va bien, donc je vais dire que tout va bien là-dessus. Donc, mais effectivement, qu'il y ait un problème de fête populaire autour du sport de cet exécutif, ok. Par contre, il n'y a aucune ville qui a choisi de faire passer la flamme olympique qui fait passer la flamme paralympique. Moi, je trouve que c'est un marqueur politique fort de choisir le paralympique plutôt que l'olympique. Après, s'il y a 50 000 personnes dans la rue pour accueillir la flamme paralympique le 26 août, ils auront trouvé effectivement le moyen de faire une fête populaire. Oui, mais voilà, mais qui me donne tort en faisant une grande réussite. Excuse des personnes handicapées dont je suis de faire du sport. Bon, alors c'est totalement démégo de dire un truc pareil, c'est absolument pas ce que j'ai dit. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Bon. On sera là en tout cas le 26 août pour voir effectivement si c'est un événement populaire. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.